Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce vendredi, nous ferons une immersion dans le quotidien des populations qui habitent au pied des falaises dans la commune d'Anyama. Une situation dangereuse en cette saison d'intenses pluies. Nos équipes ont cherché à savoir pourquoi ces riverains ne veulent toujours pas s'en aller. Au Burkina Faso, la consternation après la mort d'au moins 10 gendarmes ce jeudi soir. L'attaque menée par des djihadistes présumés a visé un poste de gendarmerie dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Voilà pour le programme. Avant la fin de ce journal, nous recevrons Demba Diop, auteur du roman Le Jour montant, paru aux éditions Srelais, une œuvre de 150 pages dans laquelle Demba Diop nous amène découvrir 3 différents chemins qui nous offrent une leçon à la fois de persévérance, de foi en Dieu, l'unique, et d'amour inconditionnel. Mais avant d'y arriver, c'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire, des pluies qui s'annoncent très intenses comme les années précédentes. Dans la commune d'Anyama, les populations qui habitent au bas des falaises peinent à partir malgré tout le danger que cela comporte. L'une de nos équipes de reportage est allée s'imprégner de leur quotidien. Clarisse Kanyala, Joël Gosset. Dama vit dans cette cour située dans une zone à risque depuis 3 ans dans la commune d'Anyama. Elle et ses voisins y vivent dans la quiétude malgré la mise en demeure des autorités. Nous-mêmes, on est ici. Ça ne nous plaît pas, mais ça fait des situations. Aujourd'hui, si tu vas aller prendre un séjour simple, là, on va te dire 40 000, soit 35 000. Les maris ne travaillent pas comme ça et tous sont les chauffeurs. Moi, mes parents sont jusqu'à 20 ou non. C'est pour cela qu'on est toujours ici. Sinon, si mes parents étaient à côté de moi, le monsieur peut aller, lui c'est un garçon. Peut-être lui peut se défendre ailleurs. Moi aussi, il peut me débrouiller pour aller chez mes parents. D'ici, on va avoir solution. Quant à sa voisine, Marie-Jeanne, dans la même situation, elle essaie de se trouver une famille d'accueil depuis le début de cette saison de pluie. Quand il pleut, quand ça vient, dans la journée comme ça, là, on ne voit pas que ça rentre dans la cour. Mais c'est la nuit, des fois, quand tu veux sortir pour pisser, tu vois que la cour est remplie. En tout cas, quand ça vient, il trace ça au mur. Ça remplit, ça vient avec les caca, les ordures, les poubelles. On ne peut pas regarder. Mais on est obligé de vivre dedans comme ça, parce qu'on ne peut pas louer maison. Quand tu descends dedans, ça t'arrive ici. Donc on ramasse les affaires pour aller garder devant là-bas. On finit de ramasser les choses. Et puis, on s'en va chercher où on va aller vivre. Heureusement, à environ 500 mètres de sa maison, Marie a trouvé refuge chez sa cousine en attendant d'avoir plus de moyens de se reloger. Seul bémol, elle n'est autorisée que les soirs chez sa sœur. Moi, il a donné 1 mois. Il a dit ça à son mari. Il n'a qu'à se débrouiller, gagner. Parce que moi-même, je viens mon mari ici. Donc, il n'a qu'à faire tout possible. Quand on dit 1 mois, il faut que les messieurs gagnent un peu les jetons pour prendre maison, puis ils sont partis. Si certains riverains continuent de vivre dans ces zones à risque malgré les mises en demeure de la mairie, d'autres ont définitivement quitté les lieux. On vivait ici, mais face aux inondations, on est quitté. On est quitté. C'est moi et mon tonton même, on vivait ici. Maintenant, la mairie est venue nous dire on a quitté. On vit chez notre tante. C'est si je vivais avec mes parents. Ouais, même nos salons. C'est si on habitait. Et puis un jour, on a reçu la visite de la mairie d'Anyama. Il nous a mis en demeure pour qu'on quitte les lieux pour qu'on puisse vivre en famille bien heureux. Parce que le lieu est vraiment dangereux pour nous. Le déguerpissement de ces zones à risque a débuté et les autorités exhortent les populations encore sur les sites à les libérer en vue de préserver leur vie. Et puisque nous parlons de la saison des pluies, intéressons-nous à présent au commerce des chaussures imperméables et des bottes. Des chaussures très prisées en cette période où il est difficile de se déplacer à cause des étendues d'eau et de boue dans certains quartiers. Un business périodique qui fait aussi le bonheur de certains commerçants dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Nou Sangaré est commenté par Kone Pargasoro d'Emadongui. Commune commerciale, Adjamé accueille au quotidien de nombreux visiteurs. À Adjamé, il est difficile d'évacuer à ses occupations en saison de pluie. Pour s'adapter à la période, chacun y va avec son astuce. C'est le cas de Florence. Venue de Dabou pour ses achats, Florence a dû enfiler des bottes pour faire ses courses. Quand il pleut, tu ne vas pas marcher sans bottes. Toi-même, tu as tes salipas, tu as pas que tu as porté à l'eau, ça va sur toi. Donc, bottes, ça te permet de bien marcher et puis tu as fait tes achats vite pour passer. Comme Florence, Ami
vendeuse de poissons à la criée, est obligée de porter des bottes pour mieux circuler en cette saison pluvieuse. Quand j'arrive à la gare, il me change. Quand j'ai fini de suite, là, j'ai porté mes tapettes là pour partir à la maison. Il y a trop de boue, ça cause qu'on porte les bottes. Hier, mais il a plu, on ne peut même pas marcher comme ça. Il faut qu'on porte bottes à cause de la boue. Ça fatigue pied, c'est fatigant vraiment. On fait avec. Fousseni, pousseur de brouette pour cette saison de pluie, a porté son choix sur les chaussures imperméables. Pour lui, la saison des pluies et ses chaussures font bon ménage. Quand il pleut là, si tu ne portes pas ça là, ça gâte ton pied. Donc tu vois, non, ça pour ça, on porte ça là pour travailler. Quand tu portes, tu es en l'aise. Une bonne affaire pour les commerçants de ces chaussures. C'est les 1500. Là, là, lui, c'est 5000. Lui, ça, lui, c'est 4500. S'il pleut là, les gens payent beaucoup même. On paye beaucoup, ça sort comme ça. L'eau sale là, ça nous arrange un peu. En attendant la fin de cette saison pluvieuse, à Adjamé, c'est chacun ses bottes. Oui, à Adjamé, c'est chacun ses bottes. Mais avant de continuer cette triste nouvelle, les grossesses précoces continuent de décourter la vie d'innocentes jeunes filles. 2 élèves au collège privé Nanan Eba d'Abongwa, dans la sous-préfecture de Kotobi, à l'est du pays, sont décédées après leur accouchement au mois de mai. L'une a tiré sa révérence le 13 mai 2022. Elle avait 16 ans, était en classe de 4e, tandis que l'autre, âgée de 21 ans, en classe de première, est passée de vie à trépas le 30 mai 2022. Depuis le Moronou, le reportage de notre envoyé spécial Clément Boko vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Les meilleurs élèves du collège moderne de Biétry dans la commune de Marcory ont été récompensés ce mercredi 8 juin en présence de leurs parents. L'initiative de la direction du collège s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'excellence et vise à encourager les meilleurs élèves à travailler avec abnégation. Joël Gosset. Le collège moderne de Biétry célèbre l'excellence après une année scolaire studieuse. Les plus méritants ont reçu des prix d'honneur. Je suis fière de moi. Je suis fière aussi de ceux qui m'ont encouragée à avancer. Et je remercie aussi ceux qui m'ont formée. Je me sens bien parce que j'ai eu mon tableau d'honneur. Je veux dire merci aux professeurs de nous avoir éduqués comme les enfants. De la joie pour les élèves à un sentiment de satisfaction côté encadreur, mais aussi de fierté pour la Draine Abidjan et la municipalité de Marcory. Malgré le petit nombre d'élèves, ils ont pu travailler avec le petit nombre d'élèves pour nous produire vraiment ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux. Nous allons accompagner le lycée parce que c'est sur notre site que tout se passe. Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs parrain de la cérémonie, a félicité encadreurs et apprenants pour le travail abattu. Avec ce qu'on a vu comme les différents prix qui ont été décernés aux enfants, ça veut dire que le corps enseignant a travaillé vraiment d'arrache-pied pour donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants soient vraiment très bien formés. Et nous voulons vraiment déjà dire merci à tout le personnel, avec à sa tête Madame la principale. Une année scolaire 2022 particulière selon la principale du collège. Il faut dire qu'à l'ouverture, il y avait 6 élèves. Aujourd'hui, nous avons 69 élèves. C'est dire que l'année prochaine, on aura certainement plus de 300 élèves. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sache qu'il y a un collège moderne à Biétry désormais, un collège public. Le collège moderne de Biétry est un établissement secondaire public de proximité créé le 17 septembre 2020. Il a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2021 et est le seul établissement public de Marcory-Biétry. Les archivistes, record managers, conservateurs de documents et étudiants en archivistique ont été célébrés ce 9 juin, une journée internationale qui vise à rapprocher les populations des archives, très souvent considérées comme lieux de dépotoir. Le reportage de Clarisse Kanyala est commenté par Joël Gosset. Les archives, documents anciens, classés à des fins historiques, permettent de connaître notre histoire, de revivre les moments les plus importants et passionnants de nos pays. Elles sont nos repères, la mémoire de nos grands hommes, de nos héros, de nos rois, selon Charles Kouassi, président des archivistes de Côte d'Ivoire. Les archives sont au-delà de l'indispensabilité. Les archives constituent la mémoire,
Une nation sans mémoire, c'est une nation qui n'a pas d'orientation. Une nation sans mémoire, c'est une nation qui n'a pas de perspective. C'est une nation qui ne peut pas se développer. Le développement part de l'organisation des archives. Une nation sans archives est une nation morte. Il y a un grand frère qui a essayé de me décourager, mais il y a 2 grands frères qui m'ont soutenu. Donc de là aussi, j'ai vu mes devanciers, j'ai vu que non, ça se paye très bien. Charles Kouassi estime que des archives bien conservées sont les valeurs de demain. Il ajoute qu'à la radio-télévision ivoirienne RTI, il en existe des milliers. Dans ce grand dépôt, les plus jeunes peuvent encore retrouver sur des cassettes les plus anciens et leur histoire. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de conserver ces trésors au dire du président des archivistes de Côte d'Ivoire. Les supports de conservation, les archives, ne garantissent pas leur pérennité malgré le système de digitalisation. La Côte d'Ivoire dépend toujours de l'extérieur. Vous voyez, nous avons hérité du temps colonial. Vous savez que les archives ont été déportées depuis Nantes. Vous savez que la Côte d'Ivoire a engagé certaines réformes au niveau des archives pour sauvegarder le peu que nous avons. Sinon, la mémoire, une bonne partie de la mémoire est à l'extérieur. Et c'est d'autant normal, puisque la conservation peut être sur place comme à distance. L'essentiel, c'est de récupérer l'information et donner à qui de droit. Pour Charles Kouassi, il est impérieux pour l'Afrique de prendre exemple sur l'Institut national de l'audiovisuel, INA, à Paris, le plus grand institut de sauvegarde d'archives au monde. Et cet élan de solidarité dans la région de l'Agnébitiassa a l'intention des femmes de la commune d'Azaguié, réunies au sein de l'association Bokamon, qui signifie en langue locale « Entraidons-nous ». Elles ont reçu 2 broyeuses de manioc pour rendre leurs tâches moins pénibles. Le don de la cellule de réflexion et d'éveil de conscience de la jeunesse d'Azaguié vise à encourager l'autonomisation de la femme. Les explications de Joël Gosset. Garantir aux femmes d'Azaguié les outils nécessaires à une pleine participation à l'économie de la région de l'Agnébitiassa, tel est l'objectif principal de la cellule de réflexion et d'éveil de conscience de la jeunesse d'Azaguié. Cette structure dirigée par Yao Kwame Frédéric a matérialisé cela en faisant don de 2 broyeuses de manioc à l'association Bokamon d'Azaguié. Bokamon Nabé, Bokamon, ça veut dire aide-moi. Donc nous sommes des femmes d'entraide. Nous disons un grand merci à notre fils Frédéric et nous lui disons que nous sommes toujours à ses côtés. Nous sommes ses mamans et à chaque fois que nous aurons besoin de lui, nous allons lui faire appel. Pour le premier responsable de la CRECJA, il est grand temps d'investir dans les organisations et coopératives de femmes afin d'améliorer leur visibilité et leur taux de représentation dans une meilleure autonomisation économique de celles-ci. Je remercie l'association Bokamon. Et je pense qu'ensemble, on ira encore plus et plus loin. Voilà. Et je sais que de par cette association, d'autres associations aussi vont continuer à se mettre sur ce chemin-là pour la cohésion sociale et pour le bonheur d'Azaguié. Dans le but de renforcer davantage les liens de fraternité et de convivialité entre la gente féminine, un match de gala de football a opposé les jeunes filles aux femmes. Elle ne regarde pas, elle donne à son adversaire. Elle donne à son adversaire. La capitaine, la dangereuse, qui frappe la balle, la pression à la pression, à la réception, qui se prépare. Les premières citées, en violet et jaune, se sont adjugées le trophée lors des tirs au but 1-0 après un score de parité 0-0. Elle part, un tir. C'est un match de gala. Le plus fort gagne. Dieu merci, elles ont gagné. Et moi, je me suis battue, mais ça n'a pas marché. C'est la fête. Si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas jouer un match. Hein. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai rapporté le but. On ne voulait pas les fatiguer, sinon vous-même vous savez qu'elles sont déjà périmées, elles ne peuvent pas contre nous. C'est sur une note de gaieté que cette cérémonie de remise de dons a pris fin. Au Burkina Faso, c'est la consternation après la mort d'au moins 10 gendarmes ce jeudi soir. L'attaque menée par des djihadistes présumés a visé un poste de gendarmerie dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Le bilan provisoire de cette attaque fait aussi état de 4 blessés et d'importants dégâts matériels. Une contre-offensive a aussitôt été lancée, permettant de mettre en déroute les assaillants, ont indiqué des sources sécuritaires.
Il y a aussi de vives tensions dans la relation diplomatique entre la France et la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Le vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, a menacé ce vendredi d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris expulse les diplomates équato-guinéens. Une menace qui intervient alors que l'immeuble parisien abritant l'ambassade de Guinée équatoriale risque d'être confisqué par la justice dans l'affaire dite des biens mal acquis. Son œuvre est une sorte de boussole pour la jeune génération, ces jeunes interconnectés, courageux, travailleurs, amoureux, c'est important de le dire, mais qui ont du mal à se découvrir soi-même. À travers le jour montant, Demba Diop, notre invité de ce soir, voudrait appeler cette frange de notre population, dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans, à la résilience. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur Drabo. Vous êtes ingénieur de formation. C'est vrai, oui. D'où part donc l'amour pour la littérature? Oh, d'abord, depuis toujours, hein, j'ai aimé lire. Ça a été une passion pour moi, ça a été un monde, ça a été une évasion. Et je trouve qu'il y a dans la littérature, pas seulement notre histoire, mais il y a aussi beaucoup d'avenir. Et justement, dans le jour longtemps, ce sont deux personnages principaux aux histoires totalement différentes. Trois même. Trois personnages principaux, exactement. On allait en revenir parce qu'au final, on va revenir à l'épilogue tout à l'heure. Oui. Donc, aux histoires tout à fait différentes. Le premier s'appelle Moussa. Oui. Et dès l'entame de l'œuvre, on rencontre Moussa en train de se taillader. Pourquoi? Vous imaginez cette femme qui a 50 ans, c'est le premier jour de Ramadan, qui est au bord de la plage, elle est en train de marcher. Elle se demande qui elle a aidé aujourd'hui. Et puis elle voit au loin ce jeune homme qui est assis là et qui est en train de pleurer, sangloter et qui s'est tailladé les poignets. C'est une interrogation qui va durer tout le long du livre et qui va permettre au lecteur de découvrir l'histoire de ces trois personnages. Moussa, dans une autre vie, s'appelait Issa. Je ne sais pas. Je saurais vous dire. D'accord. Bon, mais on laissera donc le lecteur le découvrir par lui-même. Mais aussi, dans votre œuvre, vous parlez aussi d'une vie difficile que le premier personnage, donc Moussa, a menée de Trècheville aux États-Unis, durant laquelle il Absolument. a bénéficié du soutien de sa grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur cette... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire de trois personnages qui sont liés les uns des autres d'une façon. Ces trois personnages ont trois âges différents. Issa est jeune, très jeune, il est prépubère, Moussa est adolescent et puis Khadija est adulte. On découvre à travers l'histoire de ces trois personnages trois différents pans de la vie, parfois similaires d'un même personnage. Khadija aime dire justement dans cette œuvre, ai-je aidé? Oui. Qui ai-je aidé aujourd'hui? Qui ai-je aidé aujourd'hui, justement? Pourquoi ce perpétuel questionnement? Ce substrat est très important. Tous les jours, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde. Chaque fois qu'on se lève le matin, il faut réaliser que demain est fini, que ça ne reviendra plus jamais. Le plus important, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que demain n'est pas garanti. Les occasions ne sont pas rares, M. Diop, où nous nous retrouvons quelque part piégés entre notre ego et notre âme. Quel est le choix à faire? En réalité, l'ego, c'est la partie de nous qui nous parle tous les jours. C'est la partie de nous qui est frustrée. C'est la partie de nous qui aime être à la télé, qui aime là, qui est visible. C'est la partie de nous qui prétend avoir besoin d'amour. Et l'âme, elle ne s'exprime pas. En tout cas, elle n'a pas de voix dans notre tête. Par contre, on la ressent au fond de nous lorsque quelque chose ne va pas. On sait très bien ces sentiments de culpabilité lorsque notre ego et notre âme ne sont pas alignés sur la même chose. Et notre âme est la seule possibilité de faire épanouir qui nous sommes et de nous rapprocher du Tout-Puissant. Pour avoir justement le bonheur, est-ce que les jeunes, parce que cette œuvre s'adresse aussi particulièrement à cette frange de notre population, je l'ai dit d'emblée, dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans, pour avoir le bonheur, est-ce que nous devons comprendre, nous autres jeunes, qu'il s'agit d'amasser les milliards ou d'aller d'évolution en évolution dans notre carrière professionnelle? Vous savez, je dirais que si le succès, c'est réussir à avoir tout ce qu'on a, des voitures, des maisons, tout ce qu'on a rêvé, le bonheur, c'est réussir à se satisfaire de tout ce qu'on a réussi à avoir. Je pense que cette génération-là qui est en quête de elle-même, de sa nature profonde et de son rôle dans l'humanité, je pense qu'elle a besoin de se retrouver et de savoir ce qui est le plus important, ce qui compte dans la vie. Et ce livre permet de donner à chacune et à chacun un début de compréhension de la quête qu'ils ont. Et je pense qu'ils sont la génération que nous attendions.
Et avant la fin de cette œuvre, nos téléspectateurs s'en rendront aussi compte à la lecture de l'œuvre. Vous avez un style quelque peu engagé aussi, faut-il le dire. Quand vous abordez par exemple la question des États et des institutions qui sont incarnées par des personnes qui pensent détenir tout le pouvoir, quel est le message que vous voulez faire ressortir? C'est un message qui est simple. Lorsque nous sommes en phase de gouverner et qu'on cherche à aider le plus grand nombre, nous sommes en phase avec notre âme. L'idée ici, c'est que chaque fois que nous desservons le plus grand nombre, nous desservons notre âme. Et chaque fois que nous desservons nous-mêmes, en réalité, on se dessert nous-mêmes parce que nous servons notre ego. Et pour moi, les institutions, elles devraient en tout cas incarner notre âme. Elles devraient se mettre au service des populations le plus possible. Dernière question pour finir. Nous avons ouï dire, on a lu aussi à l'épilogue de cette œuvre, qu'il s'agit de votre histoire personnelle. Est-ce vrai? C'est à la fois mon histoire personnelle et ce n'est pas aussi. C'est romancé, c'est inspiré de mon histoire personnelle, mais il y a évidemment des faits qui ne sont pas, évidemment des faits qui se sont produits. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à discuter autour de votre tout premier livre, Le jour montant. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Merci. Je voulais dire qu'il était disponible.